l'élaboration de la valeur hédonique des aliments, leur palatabilité, influençant ainsi la motivation et la prise de décision des individus à aller rechercher de la nourriture. Donc c'est bien l'action conjointe des facteurs métaboliques et des facteurs sensoriels que repose cette régulation de la prise alimentaire. Les liens qui existent entre le statut énergétique et le plaisir alimentaire, qui est vraiment le fait d'adapter sa prise alimentaire aux besoins énergétiques, reposent sur des mécanismes neurophysiologiques, encore loin d'être élucidés. Et on pense que c'est l'altération de ces mécanismes qui participe à la mise en place de certaines pathologies comme l'obésité ou l'anorexie chez l'âgé. Donc il est important de mettre en évidence ces mécanismes afin de mieux comprendre et de mieux cibler leur altération. Et donc nous, parmi ces mécanismes-là, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l'olfaction, qui est une composante clé dans la régulation sensorielle de la prise alimentaire. Donc, plusieurs études faites chez l'homme comme chez l'animal montrent ce rôle central qu'a l'olfaction dans la régulation de la prise alimentaire, aussi bien parce qu'il participe notamment à l'élaboration de la valeur hédonique des aliments, mais également à une certaine régulation quantitative et qualitative de la prise alimentaire, en participant à l'initiation de la prise alimentaire, mais aussi à son arrêt, par ce que l'on appelle la satiété sensorielle spécifique. A l'inverse, l'état nutritionnel est capable d'influencer et de moduler notre sensibilité olfactive. Cette modulation repose sur le principe de l'allesthésie, qui est un principe qui a été introduit par Cabanach et Duclos en 1973 et qui montre clairement le fait que notre état nutritionnel est capable d'influencer directement la valeur hédonique de l'odeur de certains aliments, des aliments. Plus récemment, de nombreuses études comportementales et électrophysiologiques ont montré l'influence qu'a l'état nutritionnel sur notre sensibilité olfactive et également sur les neurones du système olfactif. Donc, plus précisément, le jeûne augmente nos sensibilités olfactives, augmente l'activité des cellules mitrales, qui sont les premiers neurones relais du système olfactif, et également l'activité des neurones olfactifs. D'autres études ont également mis en évidence la présence des peptides qui régulent la prise alimentaire et de leurs récepteurs dans l'ensemble du système olfactif. Donc, bien que toutes ces études montrent qu'il existe une certaine adaptation sensorielle en fonction des besoins nutritionnels, cependant, les mécanismes qui sous-tendent ces interactions restent encore peu connus et complètement à élucider. Donc, là, je vais vous faire un bref rappel, une brève description du système olfactif. Donc, les molécules odorantes qui sont transportées par l'air vont entrer dans notre cavité nasale, vont atteindre la muqueuse olfactive, puis après avoir traversé une couche de mucus, vont aller se lier à leurs récepteurs qui se situent sur les neurones olfactifs, au niveau des cils de ces neurones olfactifs. La liaison molécule-odorante-récepteur va permettre de générer un signal électrique qui va se propager le long des axones des neurones olfactifs pour atteindre le bulbe olfactif, qui est la première structure relais de l'information sensorielle olfactive. Donc pour pouvoir reconnaître une grande variété de molécules odorantes qui ont des caractéristiques moléculaires bien distinctes et différentes, le système olfactif des rongeurs, mais aussi celui de l'homme, possède une grande variété de plus de 1000 types de récepteurs différents, tous codés par un gène bien distinct. Et donc, chaque récepteur va lier une gamme bien spécifique de molécules odorantes. Et il est important de noter que chaque neurone olfactif exprime un seul type de récepteur olfactif. Et donc, l'arrivée des terminaisons axonales de plusieurs dizaines de milliers de neurones olfactifs qui expriment le même récepteur olfactif convergent vers un ou deux, comme on voit ici sur cette illustration, convergent vers un ou deux glomérules qui a une localisation bien précise dans le bulbe olfactif. Et donc, on peut dire schématiquement que chaque glomérule du bulbe olfactif représente un récepteur olfactif. Et donc la stricte disposition de ces récepteurs, de ces glomérules au niveau du bulbe olfactif permet d'élaborer ce que l'on appelle des cartes
olfactives qui interviennent, qui permettent la détection et la discrimination des odeurs. Donc les glomérules, schématisés ici, se localisent à la périphérie du bulbe olfactif, dans ce qu'on appelle la couche glomérulaire. C'est dans cette structure très particulière que se fait la transmission du signal olfactif entre les neurones olfactifs qui proviennent de la muqueuse et les cellules mitrales qui se projettent ensuite dans le cortex olfactif où l'information sensorielle va être relayée au système limbique. Donc cette transmission du signal olfactif se fait via des synapses glutamatergiques. Les glomérules, le pourtour des glomérules est délimité par la présence de nombreux corps cellulaires et notamment de neurones périglomérulaires qui exercent une régulation locale de cette transmission du signal sensoriel. Et on retrouve également les corps cellulaires de nombreux astrocytes qui délimitent donc ces structures et qui envoient directement leur prolongement à l'intérieur des glomérules. Donc, de par leur organisation et leur fonctionnalité, les glomérules représentent un site d'intégration de multiples régulations qui peuvent s'exercer sur la perception olfactive. Dans ces structures, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux astrocytes. Alors pourquoi les astrocytes ? Eh bien parce qu'ils sont connus dans le système nerveux central comme étant des partenaires essentiels des synapses glutamatergiques, notamment parce qu'ils permettent de faire l'interface entre les vaisseaux sanguins et les neurones, sont capables d'adapter le flux sanguin à l'activité neuronale, mais également l'apport de substrats énergétiques aux neurones en fonction de l'activité neuronale. Ils interviennent aussi dans la régulation de la neurotransmission, donc via le recyclage des neurotransmetteurs, le maintien de l'homéostasie extracellulaire, la formation et la consolidation des synapses, mais également à la gliotransmission via la libération de gliotransmetteurs. Donc la régulation de la neurotransmission par les astrocytes repose en premier lieu sur le degré de contact entre les astrocytes et les neurones, qui varie considérablement entre une zone cérébrale à une autre, mais également entre un compartiment neuronal à un autre. Et donc en déployant ou en rétractant leur prolongement astrocytaire, les astrocytes vont permettre d'ajuster de manière réversible leur recouvrement au niveau synaptique. Et ça en réponse à un état environnemental ou physiologique particulier. Donc ainsi, la plasticité morphologique astrocytaire représente potentiellement un facteur de plasticité synaptique important, permettant de faire le lien entre un état physiologique particulier et l'efficacité d'une réponse neuronale. Dans le système nerveux central, il y a deux exemples qui illustrent très bien le rôle clé qu'a cette plasticité morphologique dans l'adaptation d'une réponse neuronale vis-à-vis d'un état physiologique particulier. Donc c'est par exemple au niveau des noyaux supraoptiques où lors de la lactation, la déshydratation et la parturition, le changement d'état hormonal va induire une rétraction des prolongements astrocytaires au niveau des synapses, permettant ainsi aux neurones de former de nouvelles synapses et aux astrocytes de réguler différentiellement la neurotransmission dans ces noyaux. On a aussi l'exemple au niveau du noyau suprachiasmatique au cours du cycle jour-nuit, où là, on voit sur ces illustrations, c'est assez parlant. On voit un déploiement astrocytaire en période diurne, donc au cours de la journée, une rétraction astrocytaire pendant la nuit. Et donc ceci en entraînant une régulation différentielle des astrocytes au niveau de ces synapses. Donc dans un cas, en fait, c'est deux cas qui semblent semblables, mais dans cette situation-là, c'est vraiment l'état hormonal qui va induire un changement un changement morphologique des astrocytes. Ici, dans cet exemple, ça va être la forte arrivée glutamatergique au niveau des synapses au cours de la journée qui va induire, donc l'activité neuronale qui va induire un changement morphologique des astrocytes dans cette zone-là. Dans le bulbe olfactif, donc les astrocytes ont une grande hétérogénéité en termes de morphologie et de
localisation, on va dire, de distribution, voilà, de distribution au sein du bulbe olfactif, avec une très forte densité retrouvée au niveau des glomérules, la structure que je vous ai présentée précédemment. Donc là, on le voit bien sur cette illustration, j'espère que vous le voyez bien. Les glomérules sont délimités par les corps cellulaires des neurones périglomérulaires et des astrocytes, marqués ici en bleu, avec le marquage des filaments astrocytaires qui vont s'entremêler au sein de ces glomérules, qu'on peut visualiser ici en rouge grâce au marquage de la GFAP, qui est une protéine qui marque spécifiquement les astrocytes. Plusieurs études ont commencé à s'intéresser au rôle des astrocytes au sein du bulbe olfactif. Donc on rapporte aujourd'hui que les astrocytes ont un rôle dans la neurogénèse, dans le couplage neurovasculaire, dans la modulation des oscillations neuronales. Certaines études commencent à montrer également que les astrocytes sont directement sous l'influence de l'activité neuronale au sein du bulbe olfactif. Cependant, donc malgré que certaines études commencent à sortir sur le rôle des astrocytes dans le bulbe olfactif, le rôle de ces cellules gliales dans la modulation du signal olfactif reste encore complètement peu connu et entièrement à élucider. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit ce projet de thèse, qui était de mettre en évidence l'implication des astrocytes glomérulaires dans la modulation du signal olfactif en réponse aux variations de l'état nutritionnel. Donc, comme les deux exemples que je vous ai montrés précédemment dans les noyaux suprachiasmatiques et les noyaux supraoptiques, est-ce qu'il existe une plasticité morphologique astrocytaire qui permettrait d'adapter notre signal olfactif en fonction d'un état physiologique particulier, ici, notre changement d'état nutritionnel. Donc pour ça, on a mis en place plusieurs approches complémentaires, in vivo et ex vivo. Tout d'abord, on a fait varier l'état métabolique des rats. Donc on avait des rats soit nourris, soit à jeun 17, 24 ou 48 heures. On a également procédé à des injections de peptides impliqués dans la régulation de la prise alimentaire. Donc on a injecté soit des peptides orexigènes chez des animaux nourris. Donc là, le but était de mimer un état de jeûne, ou alors des peptides ou facteurs anorexigènes chez des animaux à jeun. Le but ici étant de mimer un état de satiété. Et pour affiner nos résultats in vivo, on a mis en place une approche ex vivo de tranches de bulbe olfactif maintenues en survie dans de la CSF, qui est un milieu mimant le liquide céphalorachidien et qui permet de maintenir des tranches de tissu en survie. Donc ces tranches ont ensuite été incubées en présence de différents peptides orexigènes ou anorexigènes. Pour l'ensemble de ces modèles, on a ensuite analysé le déploiement astrocytaire dans les glomérules, qui sont les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comment s'est faite cette analyse ? Eh bien, par immunohistochimie, grâce au marquage de la GFAP, qui est une protéine du cytosquelette astrocytaire, qui marque spécifiquement les astrocytes. On a procédé à des coupes horizontales et serrées du bulbe olfactif, ce qui nous a permis de bien identifier la localisation de chaque glomérule qu'on a identifié. Est-ce que c'était une localisation dorsale, médiane ou ventrale ? À partir de nos images d'immunohistochimie et grâce au logiciel d'image Imagy, qui est un logiciel couramment utilisé pour analyser toutes les techniques d'immunohistochimie, on a pu délimiter exactement, grâce au corps cellulaire qui entoure les glomérules, cette structure glomérulaire. Et on a ensuite, grâce à un seuillage, pu quantifier le pourcentage d'air marqué par la GFAP sur le pourcentage d'air total de chaque glomérule. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on a commencé par moduler l'état métabolique de nos rats. Donc, on avait nos rats nourris ou nos rats à jeun, 17, 24 ou 48 heures. Avant de commencer à faire l'analyse des astrocytes glomérulaires, on a cherché à caractériser notre modèle.
On a caractérisé notre modèle par la mesure de plusieurs paramètres physiologiques. Donc les variations de poids des rats sur 48 heures, la glycémie, la leptinémie et le comportement de recherche alimentaire, qui était le temps que chaque rat passait à renifler l'odeur de croquettes placées dans une boule à thé cachée dans la cage. Donc on voit que comparativement aux animaux nourris, dès 17 heures de jeûne, donc nourris inscrit ici en rouge, dès 17 heures de jeûne, on a une perte de poids, une diminution de la glycémie, une diminution de la leptinémie et une augmentation de la motivation à rechercher les aliments. Donc ces résultats sont complètement concordants avec ce que l'on retrouve déjà dans la littérature. Donc c'est toujours rassurant de bien caractériser son modèle avant de commencer nos analyses. Ce qui est intéressant quand même à remarquer, c'est qu'on n'a pas d'effet de gradation en ce qui concerne la glycémie, la leptinémie et le comportement de recherche alimentaire entre les différents temps de jeûne. En revanche, on voit que les animaux qui ont été mis à jeun pendant 48 heures de jeûne ont une très forte diminution, une plus forte diminution de leur perte de poids, puisqu'ils atteignent une perte de poids d'environ 20% de leur poids initial sur 48 heures. On est passé ensuite à l'analyse du déploiement astrocytaire dans les glomérules, donc chez ces animaux-là. On voit, donc, on peut observer sur ce graphique, toujours en comparaison avec nos animaux nourris qui sont indiqués en rouge, que le jeûne de 17 heures entraîne une augmentation du pourcentage de GFAP dans chaque glomérule, et ça, quelle que soit la localisation du glomérule au sein du bulbe olfactif. On voit que cet effet est également visualisable à 24 heures de jeûne, mais uniquement pour les glomérules de la région médiane et ventrale. En revanche, à 48 heures de jeûne, en vert foncé, on n'observe plus de différence de pourcentage de GFAP au sein des glomérules. Donc notre jeûne de 17 heures entraîne une augmentation de la présence astrocytaire dans l'ensemble des glomérules du bulbe olfactif. Donc, comme on peut le voir sur ces images, donc là c'est un glomérule provenant d'un rat nourri et ici un glomérule provenant d'un rat à jeun. Donc on voit bien une augmentation d'environ 40% globalement d'augmentation de ce déploiement astrocytaire. Donc au vu de ça, on a cherché un petit peu à comprendre qu'est-ce que ça signifie finalement cette augmentation de présence astrocytaire, cette augmentation de pourcentage de GFAP. Donc pour ça, on a poussé un petit peu l'analyse en analysant plus précisément l'architecture du réseau astrocytaire dans les glomérules du bulbe olfactif. Donc pour ça, on a utilisé un plugin d'analyse d'image qui s'appelle le plugin Skeleton, qui nous permet d'analyser le niveau de réticulation du réseau astrocytaire, toujours à partir du marquage de la GFAP. Ce plugin Skeleton, donc, comme on peut le voir, permet de squeletoniser ce marquage astrocytaire et donc de compter plus précisément le nombre de segments, le nombre d'intersections et la longueur moyenne des segments par glomérule. On peut observer que comparativement aux animaux nourris, les animaux à jeun 17 heures ont une augmentation du nombre de segments, du nombre d'intersections et une diminution de la longueur moyenne des segments par glomérule. Donc finalement, cette augmentation de pourcentage de GFAP qu'on observe à 17 heures de jeûne peut être considérée comme une densification du réseau astrocytaire. Donc, pour reprendre un petit peu les résultats que je viens de vous exposer concernant les différences de pourcentage de GFAP en fonction de l'état métabolique des rats, pour faire un petit point intermédiaire, on voit indiqué en flèche verte qu'on a, à partir de 17 heures de jeûne, une augmentation de la présence astrocytaire correspondant à une densification du réseau astrocytaire dans les glomérules. Donc là, connaissant en fait le rôle qu'a les astrocytes comme étant un support de substrat énergétique pour les neurones, on se pose évidemment la question, cette augmentation qu'on observe au niveau des glomérules,
est-ce que ce ne serait pas tout simplement ça reflèterait pas une adaptation métabolique des astrocytes face à la diminution de la glycémie? Donc pour ça, on a effectué des analyses complémentaires. D'une part, on a quantifié la protéine GFAP dans l'ensemble du bulbe olfactif, donc par Western blot. Et on a également, comme ce qu'on a fait au niveau des glomérules, on a quantifié le pourcentage d'air de la GFAP dans la couche de la plexiforme externe du bulbe olfactif, donc qui est bien fournie également en astrocytes et qui est une couche vraiment adjacente à celle de la couche glomérulaire. Et donc, on montre que comparativement aux rats nourris, on n'a pas de différence de pourcentage de GFAP entre les animaux nourris et les animaux à jeun, quelle que soit la durée de jeûne, dans la couche glomérulaire, mais également de quantité de GFAP globale dans le bulbe olfactif. Donc, l'hypothèse d'une adaptation métabolique des astrocytes est peu probable. Et est spécifiquement, du coup, localisée au niveau des glomérules. C'est ça qui est très intéressant. Je pense que vous avez dû remarquer aussi qu'on voit une certaine régionalisation du déploiement astrocytaire avec des temps de jeûne plus prolongés, 24 heures. On voit une augmentation de ce pourcentage de GFAP seulement dans la région médiane ou ventrale. Donc, connaissant l'existence des cartes olfactives glomérulaires, que je vous ai énoncé plus tôt dans l'introduction, on peut supposer que finalement les glomérules correspondant aux odeurs alimentaires seraient localisés plus spécifiquement au niveau ventral du bulbe olfactif et dans ces conditions-là seraient plus activés pour optimiser la recherche alimentaire de ces animaux à jeun 24 heures. Malheureusement, les recherches actuelles qui sont portées sur l'étude des cartes olfactives glomérulaires ne permettent pas aujourd'hui d'aboutir réellement à un consensus. Cependant, quelques travaux sont sortis, notamment les travaux de Maury et de ses collaborateurs à ce sujet, et vont dans le sens de nos résultats puisqu'ils montrent une localisation plutôt ventrale des glomérules répondant aux odeurs alimentaires. On voit aussi qu'on a une absence de déploiement astrocytaire après 48 heures de jeûne. Compte tenu dans l'état dans lequel se trouvent ces animaux à jeun 48 heures, qui est considéré comme stressante et critique dans la littérature, compte tenu en fait de l'importante perte de poids, il est très probable que dans cette situation, on sait que dans cette situation stressante, l'organisme peut entrer en état de stress via l'activation de l'axe corticotrope. Et certaines études qui ont été menées au sein de mon laboratoire par d'autres unités, qui ont travaillé spécifiquement sur l'impact du stress au niveau du système olfactif et sur l'impact du stress sur les astrocytes, ces études ont montré que la libération de corticostérone dans l'organisme entraîne des perturbations au niveau du système olfactif, mais également des modifications morphologiques des astrocytes. Donc on voit sur ces images qui sont des cultures primaires d'astrocytes, on voit bien cette rétraction des prolongements astrocytaires en présence de corticostérone. Donc, nous montrons que le déploiement, que le jeûne de 17 heures entraîne une augmentation du déploiement astrocytaire spécifiquement localisé au niveau des glomérules. Donc ce déploiement astrocytaire, au vu de l'ensemble des résultats que je viens de vous présenter, ce déploiement astrocytaire résulte très probablement d'une adaptation physiologique à 17 heures de jeûne des astrocytes dans cette structure, comparativement aux animaux à jeûn 24 et 48 heures qui sont, comme on vient de le voir, des jeûnes plus extrêmes. Et donc pour confirmer ce résultat et ce caractère physiologique, pour confirmer vraiment ce caractère physiologique de cette modification morphologique des astrocytes, on a cherché à mettre en évidence sa réversibilité. Et ceci en injectant chez des animaux à jeun
en restaurant chez ces animaux à jeun le niveau de certains facteurs anorexigènes qui caractérisent bien l'état de satiété et qui sont normalement diminués chez ces animaux, à savoir la glycémie et le niveau de certains peptides anorexigènes. Donc on a procédé à des injections intrapéritonéales et on a prélevé les bulbes 1 heure après injection. Donc pour faire varier la glycémie, on a injecté simplement un bolus de glucose. Et pour réaugmenter le niveau de certains peptides anorexigènes, nous sommes centrés sur 2 peptides anorexigènes, la leptine, libérée par les adipocytes, et le PYY, libéré par les cellules endocrines des intestins et du côlon, et qui tous deux sont de puissants facteurs anorexigènes impliqués dans l'augmentation de la prise alimentaire, notamment au niveau hypothalamique. Donc, pour les résultats que je vais vous présenter par la suite, on a comparé, bien évidemment, des animaux à jeun injectés, donc à jeun témoin, injectés seulement avec du sérum physiologique, et des animaux à jeun, mais injectés avec soit un bolus de glucose, ou soit la leptine ou le PYY. Concernant l'injection de bolus de glucose, donc, pour vérifier l'efficacité de notre injection, on a mesuré la glycémie et on voit que l'injection de glucose permet de restaurer la glycémie à des niveaux semblables à ceux qu'ont les animaux nourris, comparativement aux animaux à jeun. L'analyse du déploiement astrocytaire dans les glomérules de ces animaux nous montre une diminution du pourcentage d'RGFAP dans les glomérules pour les animaux injectés en glucose, qui atteignent alors des niveaux semblables à ce qu'avaient, à la moyenne qu'avaient de pourcentage de GFAP qu'avaient les animaux nourris de notre étude précédente. Donc l'injection de glucose abolit le déploiement astrocytaire induit par le jeûne. De la même manière, on a procédé aux injections de PYY et de leptine. Donc cette fois-ci, pour vérifier l'efficacité d'injection, on a mesuré leur prise alimentaire. Et donc on voit que l'injection de PYY et de leptine réduit la prise alimentaire chez ces animaux à jeun lorsqu'on les remet en présence de croquettes, de nourriture. L'analyse du déploiement astrocytaire chez les animaux injectés avec du PYY nous montre une diminution du pourcentage de GFAP dans l'ensemble des glomérules du bulbe olfactif, qui atteignent également des niveaux semblables à la moyenne qu'avaient nos animaux nourris précédents. Donc, comme l'injection de glucose, le PYY abolit l'augmentation du déploiement astrocytaire induit par le jeûne. En revanche, lorsque l'on injecte de la leptine, nous n'observons pas de différence de pourcentage de GFAP au sein des glomérules. Donc la leptine n'a pas d'action sur le déploiement astrocytaire, in vivo. Donc, comme je viens de vous montrer, l'injection de PYY ou de glucose chez des animaux à jeun permet de restaurer, en tout cas d'abolir le déploiement astrocytaire induit par le jeûne. Et donc de mimer un état de satiété au niveau des glomérules bulbaires. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'à l'inverse, on arriverait à mimer un état de jeûne chez des animaux rassasiés? Donc pour ça, on a injecté de la gréline, qui est un peptide orexigène libéré par l'estomac, juste avant une prise alimentaire, et ceci chez des animaux nourris. On voit que lorsque l'on injecte de la gréline, les animaux nourris ont une augmentation de leur prise alimentaire alors que c'est des animaux normalement rassasiés, donc comparativement aux animaux nourris ayant reçu qu'une injection de sérum physiologique. Et l'analyse de leur déploiement astrocytaire dans les glomérules ne montre pas de différence de pourcentage de GFAP dans les glomérules du bulbe. Donc la gréline, comme la leptine, n'a pas d'action sur le déploiement astrocytaire in vivo. Donc
je viens de vous montrer que le déploiement astrocytaire induit par le jeûne peut être réversé lorsque l'on rétablit chez ces animaux les niveaux de PYY, qui est un peptide anorexigène, et les niveaux de la glycémie. Donc ces résultats mettent en évidence que cette modification morphologique des astrocytes est une plasticité astrocytaire sensible et réversible, directement placée sous le contrôle de certains peptides qui régulent la prise alimentaire et des variations de la glycémie. Donc, nous avons montré également que l'injection de gréline ou de leptine n'a pas d'effet sur le déploiement astrocytaire au sein des glomérules. Donc, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer ça. Donc, d'une part, il est possible que la gréline, que la forme active de la gréline, qui est sa forme acylée, soit rapidement dégradée par la carboxylastérase, surtout en conditions de satiété, dans un environnement de satiété, sachant que la gréline a un temps de demi-vie très court, de l'ordre d'une demi-heure. Et nous, on prélève les bulbes au bout d'une heure. Donc, il est possible que la gréline, finalement, active, soit rapidement dégradée dans un contexte de satiété. Et puis, pour la leptine, il est possible qu'en situation de jeûne, toutes les conditions ne soient pas réunies pour avoir un effet satiétogène entier de la leptine dans ce modèle à jeun, chez les rats à jeun. Donc, pour affiner ces résultats et puis préciser l'implication des peptides qui régulent la prise alimentaire et des variations de la glycémie, de voir leur réelle implication sur les mécanismes permettant de moduler la morphologie des astrocytes, tout ça en s'affranchissant des multiples boucles de régulation de la prise alimentaire, comme on vient le voir pour par exemple la gréline ou la leptine. On est passé à un modèle ex vivo de tranches de bulbes olfactifs maintenues en survie, donc, dans lequel on a incubé nos tranches dans différentes conditions. Donc, soit on a diminué l'apport en glucose, donc on a abaissé cette concentration de glucose à 5 millimolaires ou 2,5 millimolaires, comparativement aux 11 millimolaires qui est la concentration en glucose classiquement utilisée pour ce genre d'expérimentation. On a par ailleurs incubé nos tranches en présence soit de peptides anorexigènes, donc comme PYY ou la leptine, ou soit en présence de neuropeptides ou peptides orexigènes, donc la gréline ou NPY. Donc NPY est un important neuropeptide orexigène au niveau de l'hypothalamus et qui entraîne l'augmentation de la prise alimentaire, impliqué dans toutes les voies orexigènes de la prise alimentaire. Donc on a incubé ces tranches à chaque fois pendant 1 heure et comme précédemment, on a analysé la GFAP dans ces glomérules. Donc, on peut observer qu'on n'obtient pas de différence de pourcentage d'RGFAP lorsque l'on abaisse les concentrations de glucose dans l'environnement, lorsqu'on met ces tranches dans un environnement hypoglycémique, on va dire. Donc, la diminution de concentration de glucose ne modifie pas ce déploiement astrocytaire. Lorsque l'on met les tranches en présence de PYY, on obtient une diminution du pourcentage de l'RGFAP. Donc PYY entraîne une rétraction astrocytaire, comme ce que l'on a observé finalement in vivo. En revanche, également comme ce que l'on a observé in vivo, la leptine n'a pas d'effet sur le déploiement astrocytaire, puisqu'on n'a pas de différence de déploiement de pourcentage de GFAP dans ces glomérules. Lorsque l'on met nos tranches en présence de facteurs orexigènes, donc la gréline ou le NPY, cette fois-ci on observe une augmentation du pourcentage de GFAP glomérulaire. Donc ces deux peptides orexigènes augmentent ce déploiement astrocytaire dans les glomérules. Donc, nous avons montré que la glycémie
que les variations de la glycémie entraînent des modifications morphologiques au niveau des glomérules. Donc ça, c'est ce qu'on a montré in vivo par le jeu d'injection. En revanche, ex vivo, on voit que le glucose n'a pas d'effet sur ce déploiement astrocytaire. Donc on en conclut que finalement, les modifications morphologiques des astrocytes via les variations de la glycémie passent par une action directe de ces variations glycémiques sur ces astrocytes glomérulaires et très probablement par l'activation des voies anorexigènes et des peptides anorexigènes, comme par exemple PYY, où l'on a montré in vivo comme ex vivo étant un effecteur de rétraction astrocytaire au sein des glomérules. On montre également que la leptine n'a pas d'effet, que ce soit in vivo ou ex vivo, sur ce déploiement astrocytaire. En revanche, on voit que grâce à nos expérimentations ex vivo, que la gréline et le NPY peuvent être considérés comme des effecteurs de ce déploiement astrocytaire puisqu'ils entraînent une augmentation de présence astrocytaire dans les glomérules. Donc pour conclure sur ces résultats, nous montrons pour la première fois l'existence d'une plasticité morphologique astrocytaire au sein des glomérules du bulbe olfactif en fonction de l'état nutritionnel. Ce changement morphologique est rapidement réversible lorsque l'on restaure chez des animaux à jeun le niveau des glycémies et de certains peptides anorexigènes, ici notamment PYY. On montre également ex vivo l'implication des peptides orexigènes comme des effecteurs de ce déploiement astrocytaire. Donc, afin d'interpréter ces résultats, nous nous sommes basés sur les travaux d'une équipe, donc l'équipe de Chao, qui montre par microscopie électronique la présence des astrocytes essentiellement, principalement localisés au niveau des synapses non sensorielles des cellules mitrales, qui permettent une régulation locale par les neurones périglomérulaires et centrale par les fibres centrifuges. Donc les fibres centrifuges qui arrivent dans les glomérules sont principalement glutamatergiques, sérotoninergiques et cholinergiques. Et donc ces travaux montrent que les astrocytes sont essentiellement présents au niveau de ces synapses non sensorielles qui permettent la régulation de l'activité des cellules mitrales. Donc nous, sur la base de ces travaux, on spécule sur le fait que finalement, l'augmentation du déploiement astrocytaire qu'on observe en situation de jeûne permettrait de libérer les régulations qui sont principalement inhibitrices et qui s'exercent sur les cellules mitrales, permettant ainsi d'augmenter l'activité des cellules mitrales telle qu'elle a été observée en situation de jeûne par les équipes d'Appelbaum et de Pager. Et donc d'augmenter la sensibilité olfactive comme ce qui a été montré par toutes les études de Pascaline Aimé. Donc, il y a un certain nombre de questions que je me suis posées, surtout en fin de thèse, ou alors de résultats que je n'ai pas forcément présentés au cours de cette présentation, mais que je vais vous présenter très rapidement en perspective. Donc, tout d'abord, bien évidemment, il serait très intéressant d'étudier l'action de d'autres peptides qui régulent la prise alimentaire, parce qu'il n'y a pas que le PYY, la leptine, etc., parce qu'on a la gréline, tout ça. Donc il y a d'autres peptides qui ont été montrés comme ayant une action déjà sur le système olfactif, la présence de leurs récepteurs, etc. Donc il serait très intéressant, comme ce qu'on a fait précédemment, d'étudier ces peptides, d'étudier les peptides et savoir si ces peptides-là sont capables également d'entraîner une modification morphologique des astrocytes au sein des glomérules. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la voie d'action de ces peptides. Effectivement, comment ces peptides entraînent-ils cette modification morphologique? Est-ce que c'est via une action directe via le récepteur astrocytaire ou une action indirecte via l'activation de leur récepteur
au niveau des neurones et donc une activation neuronale. Donc on a commencé à explorer cette piste-là. Donc au début, simplement par des immunohistochimies, où on a voulu localiser un peu plus spécifiquement où se situaient les récepteurs à ces différents peptides. Donc on a fait des doubles marquages, de la GFAP en rouge, qui marque, comme vous l'avez sûrement dû le comprendre, les astrocytes, avec un marquage soit de Y1R, qui est le récepteur du NPY, soit un double marquage avec OBR qui est un récepteur, qui est le récepteur de la leptine, ou alors un double marquage avec le récepteur Y2R qui est le récepteur du NPY. Donc on voit bien, on visualise bien qu'il y a la présence de ces récepteurs au sein du système olfactif et du bulbe olfactif plus précisément. Cependant, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations, leur localisation précise est beaucoup moins claire. Il est difficile de savoir sur quel type cellulaire il se trouve. Est-ce que c'est plutôt neuronal, astrocytaire? Donc là, bon, on peut voir qu'il y a une colocalisation entre les astrocytes, entre le marquage de la GFAP et ce récepteur qui est Y2R. Mais bon, pour tous les autres, on ne peut pas préciser réellement leur localisation, si c'est plutôt neuronal ou astrocytaire. Donc pour cela, on a continué à explorer cette piste, cette fois-ci en retournant à notre modèle ex vivo, qui est les tranches de bulbe olfactif. Et cette fois-ci, on a incubé nos tranches, donc soit en présence d'un effecteur du déploiement astrocytaire, qui est donc par exemple le NPY, ici on a pris le NPY, en présence ou non du TTX, de la TTX. Donc la TTX, c'est une toxine qui permet de bloquer les canaux sodiques voltage dépendants des neurones et donc de bloquer l'activité neuronale. Et donc on a mis nos tranches voilà, soit en présence de NPY ou de NPY plus TTX. Donc quand on bloque l'activité neuronale, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit bien qu'on a une augmentation du pourcentage GFAP dans les glomérules en présence de NPY, comme ce que l'on avait observé précédemment. Et on voit que cette augmentation de déploiement astrocytaire est abouie lorsqu'en plus du NPY, on bloque cette activité neuronale. Donc l'effet du NPY sur le déploiement astrocytaire semble nécessiter une activation neuronale. Cependant, en fait, le TTX, on peut se poser la question de l'effet du TTX aussi sur les astrocytes. Le TTX est classiquement utilisé dans ce type d'expérimentation pour bloquer l'activité neuronale et voir ce qui s'y passe. Sauf que, en cherchant un petit peu plus, je me suis rendu compte que finalement le TTX était capable, donc le TTX qui était considéré comme spécifique aux neurones, à bloquer spécifiquement l'activité neuronale, et bien le TTX est également capable de bloquer les canaux sodiques astrocytaires. Et d'autres études ont montré que ces canaux sodiques astrocytaires étaient impliqués aussi sur les modulations morphologiques des astrocytes. Donc, finalement, on ne peut pas, voilà, au vu de ces résultats, on ne peut pas réellement conclure sur la voie d'action par laquelle passent ces peptides pour induire une modification morphologique des astrocytes. Donc, ce qui serait intéressant de mettre en place, et c'est ce qui a commencé à être fait à la fin de ma thèse, c'est de passer sur des cultures primaires d'astrocytes, de bulbe olfactif, sur lequel, c'est des astrocytes qui proviennent du bulbe olfactif, sur lequel on applique ces différents peptides et voir est-ce que sur une culture astrocytaire, c'est-à-dire qui est composé que d'astrocytes, voir si ces peptides sont capables d'induire des modifications morphologiques. Donc cette piste-là, in vitro, est assez intéressante. Comme on peut voir ici, lorsque l'on incube nos cultures d'astrocytes en présence de NPY, on voit qu'on obtient des émissions de fins philopodes grâce au marquage de l'ezrine. Donc l'ezrine, c'est un marqueur astrocytaire aussi, mais là qui marque plus spécifiquement les fins prolongements périphériques astrocytaires.
Donc finalement, le MPY entraîne directement une modification morphologique de ces astrocytes avec l'émission de ces fins phylopodes. Donc cette technique est assez prometteuse et cette voie-là continue à être explorée, bien évidemment avec l'incubation de ces cultures en présence de d'autres peptides impliqués dans la régulation de la prise alimentaire. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est la conséquence fonctionnelle de ce déploiement astrocytaire sur la transmission du signal olfactif. Donc là, il serait intéressant de mettre en place des études électrophysiologiques qui nous permettraient d'enregistrer spécifiquement l'activité de ces cellules mitrales en fonction du degré de déploiement astrocytaire qu'on modulerait avec soit nos peptides orexigènes ou soit nos peptides anorexigènes. Et donc de voir, suivant le degré de déploiement des astrocytes, est-ce que cette plasticité morphologique entraîne des modifications d'activité de ces cellules mitrales. Pour répondre aussi à nos spéculations qu'on a faites à partir des travaux de Chao, il serait très intéressant de voir la localisation précise de ce déploiement astrocytaire. Puisque nous, notre hypothèse, je le rappelle, était que ce déploiement astrocytaire permettrait de limiter les régulations inhibitrices qui s'exercent sur les cellules mitrales, favorisant ainsi la transmission du signal olfactif entre les neurones olfactifs et les cellules mitrales. Donc pour cela, ce qui serait très intéressant, c'est de mettre en place une étude de microscopie électronique, ce qui n'a pas été fait parce que c'est un énorme travail, c'est très lourd comme étude, la microscopie électronique, ça demande énormément d'années de mise au point. Mais en tout cas, effectivement, il serait intéressant de voir, comme ce qu'avait observé l'équipe de Chao, est-ce que ce déploiement astrocytaire touche uniquement ces synapses non sensorielles ou est-ce qu'elles touchent également les synapses sensorielles entre les neurones olfactifs et les cellules mitrales. Donc, on peut également se poser la question de l'implication d'une augmentation d'activité neuronale sur cette modification morphologique des astrocytes. Parce que si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans l'introduction, cette plasticité morphologique astrocytaire peut être modulée soit par un changement d'état hormonal, mais aussi peut être modulée par un changement d'activité neuronale. Donc, est-ce que finalement, ce qu'on observe, c'est tout simplement pas un effet, une compensation fonctionnelle des astrocytes vis-à-vis d'une augmentation d'activité neuronale? Donc ça, ces études peuvent être menées soit ex vivo ou in vitro, donc en présence de différents neurotransmetteurs, donc de mettre en présence soit de nos tranches de bulbes olfactifs ou soit de nos cultures primaires d'astrocytes, les faire incuber en présence de différents neurotransmetteurs pour voir s'ils ont un effet sur la morphologie des astrocytes. C'est ce qu'on a d'ailleurs commencé à explorer à la fin. On a incubé nos tranches de bulbes olfactifs en présence de trans-ACPD, qui est un agoniste sélectif des récepteurs métabotropiques au glutamate de type 1, localisé au niveau des astrocytes. Donc, pour voir si l'activation des récepteurs astrocytaires à cet agoniste mimant une activité neuronale, est-ce qu'on arrive à obtenir une modification morphologique. Et donc, on voit, donc on n'observe pas de différence de pourcentage de GFAP lorsque l'on active ces récepteurs-là. Cependant, l'activation de ces récepteurs n'a pas d'effet sur le déploiement astrocytaire. Donc, cependant, ces résultats restent très préliminaires, parce qu'elles ont été faites sur un nombre réduit de tranches. Donc, c'est des résultats qui restent à être complétés. Et puis, c'est une piste aussi qui reste à être complétée avec l'incubation de nos tranches en présence de d'autres agonistes
aux récepteurs astrocytaires des différents autres neurotransmetteurs. Et puis pour finir, il serait très intéressant aussi, c'est ce qui est d'ailleurs continué également au laboratoire, c'est de regarder l'implication des fibres sérotoninergiques. Donc, pourquoi particulièrement ces fibres-là? Eh bien parce que ce sont des fibres qui sont impliquées dans la voie, d'une part, qui sont impliquées dans la voie anorexigène de la régulation de la prise alimentaire, mais également au niveau du système olfactif, ces fibres-là sont impliquées dans la discrimination et l'apprentissage des odeurs. Donc, il serait intéressant, du coup, de mener cette étude soit par une déplétion des fibres par injection de neurotoxines et de voir, bon, quand on n'a plus ces fibres-là, qu'est-ce que cela induit, ou alors par une approche beaucoup plus moderne qui est utilisée aujourd'hui, c'est l'approche de l'optogénétique qui nous permettrait d'activer spécifiquement ces fibres sérotoninergiques en provenance du rafet vers le bulbe olfactif et de voir lorsque l'on active ces fibres-là, qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau astrocytaire et de la morphologie des astrocytes au sein des glomérules. Donc voilà, aujourd'hui, cette plasticité astrocytaire glomérulaire représente un facteur important, représente un marqueur très intéressant de satiété olfactive. Et donc, ça en fait un outil très intéressant qui nous permettrait de mieux comprendre les altérations de la régulation sensorielle de la prise alimentaire. Donc cet outil-là, ce marqueur-là de satiété olfactive, impliqué dans la régulation sensorielle de la prise alimentaire, est actuellement utilisé dans des modèles plus pathologiques, tels que des modèles d'obésité ou d'anorexie chez l'âgé, donc pour essayer d'avancer sur ces altérations-là et les altérations de la régulation sensorielle de la prise alimentaire. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.